Dans cet épisode, Paul se rend en Italie pour conduire une Ferrari au grand air. Quelle voiture! Une Alfa Romeo à énergie fossile rencontre une voiture électrique aux émissions suspectes. On traverse 4 saisons en une seule journée avec Paul et la nouvelle Lamborghini Rambo. Cette voiture, c'est la vitesse même. On teste des pick-up avec un homme nommé Collins. Ben Collins. Je suis dans le fossé, la tête en bas, à attendre le dépanneur. Mais d'abord, Vicky et moi allons faire un tour et prendre un bain de boue régénérant. On l'appelle le Nomade. Pneus tout-terrain, suspension de rallye, châssis nu, c'est le cousin au grand air de l'Ariel Atom. La réponse d'Ariel au Buggy Rage. À ce propos, voici le Comet Air. Un authentique Buggy Rage. Et ça, ce sont les 1600 hectares d'une mine galloise désaffectée, le meilleur terrain de jeu hors piste. L'endroit idéal pour une petite course entre notre pilote italienne préférée et moi. Vicky, quand je t'ai invité pour une expérience de pilotage au Pays de Galles, je crois que tu n'as pas bien compris ce que je voulais dire. Parce que nous allons piloter ça! Malheureusement plus habituée aux monoplaces et au bitume régulier, Vicky n'est pas vraiment enthousiasmée par nos deux spécialistes de la boue. Je comprends toujours pas pourquoi tu m'as fait venir ici. Parce que c'est super amusant, elles sont géniales! Qu'est-ce que je suis censée faire avec ces deux voitures? Tu peux choisir celle que tu veux, le Buggy Rage ou l'Ariel. Celle-ci. Pourquoi? Elle a un pare-brise. Ah ok, je vois. Je vais pas me salir dans celle-ci. Oui, enfin, tu pourrais. Je suis quand même inquiet, je ne voudrais pas qu'il y ait des dégâts. Je me suis dit que ce serait mignon, c'est la même couleur. Après un rapide changement de costume dans notre vestiaire grand luxe, on dépense sans compter dans cette émission. On est prêt à partir. C'est ce que tu appelles une piste? Oui, mais il y a une zone de dégagement, comme sur les courses modernes. C'est du rallye, pas de dégagement. Je vois même pas où ça va. Suis-moi, je te montre le tour. Ça va si vite! Faut reconnaître que ça secoue. Ces trucs sont tout-terrain. Mais il n'y a pas 4 roues motrices. Les deux buggy ont une propulsion et tirent leur puissance du Japon. Ce truc va s'envoler! Dans le Nomade, on trouve un moteur Honda de 4 cylindres et de 2,4 litres. Dans le Comet, un moteur Kawasaki à 4 cylindres de 1,3 litre. Comme c'est un moteur de moto, il peut monter à 13 000 tours minute. Ah, mince! Ok, Vicky. Ce truc est dingue! Dingue! Avec ses 600 kilos, le Comet a 200 chevaux. Le Nomade, 235. Mais il pèse près de 100 kilos de plus. Ils ont le même ratio poids-puissance. Ils vont tous les deux de 0 à 100 en 3 secondes et demie, avec une même pointe de vitesse à 193 km/h. Le son est fantastique. Mais il y a un problème. Quand on a un moteur complètement dément derrière la tête, on ne s'entend plus penser. C'est dingue cette machine! Ce que j'essaie de dire, c'est que comme une supermoto, le Comet est équipé d'une boîte de vitesse séquentielle à 6 vitesses. Je m'éclate! De son côté, le Nomade a une bonne vieille boîte manuelle également à 6 vitesses.
C'était juste une mise en bouche. Si on faisait un peu de grimpette. Mamma mia. Oui, tu montes ici, puis tu passes à travers, et puis tu fais le tour. Regarde, je vais te montrer. Tiff! Ciao! Ça tabasse quand même un peu. L'important, c'est de réussir à ne pas se renverser. Tu commences à sourire, tu t'amuses bien. Elle s'amuse bien, regardez. Quand on emmène une fille au Pays de Galles, elle peut s'amuser dans la campagne. Une fois la colline escaladée, retour à l'épreuve de vitesse. Après tout, ils ont utilisé cet endroit pour une étape du rallye de Grande-Bretagne. C'est ça qui est le plus amusant. Faire la course sur un parcours de rallye. Du rallycross, je suppose. Mais c'est assez glissant. Avec de gros rochers au point de sortie. On n'a pas intérêt à se louper. Les pilotes de course d'aujourd'hui, on les voit tracer tout droit sans aucune pénalité. Ici, il y a plein de pénalités si on ne s'y prend pas correctement. Je trouve ça génial! Freinage rapide, retour en seconde, puis plein gaz. Oh mince, il y a une bosse! Il y a une bosse! Là, je vois très bien la question que vous vous posez. Et si je n'ai pas une grande piste comme ça dans mon jardin? Bonne nouvelle, ces deux voitures sont parfaitement homologuées, à condition de cocher les bonnes cases dans la liste des options. Le prix pour un Nomad commence autour de 38 000 €. Et pour le Comet, 42 000 €. Mais on peut dépenser encore quelques milliers avec les options. Notre Nomad est plus près des 65 000 € et le Comet dans les 45 000. Est-ce que ça les vaut? Ça dépend combien vous êtes prêt à mettre pour un bain de boue exfoliant. Alors Vicky, as-tu apprécié ta journée dans la campagne galloise? J'ai adoré, franchement, ces trucs! Tu n'étais pas vraiment partante au départ, si? Non, j'étais sûre que ça allait me tuer. Mais en réalité, une fois qu'on a compris comment faire, c'est facile à piloter. Ça t'a plu? Ouais, j'ai absolument adoré. Je me suis sentie en sécurité dedans, en fait. C'est conçu pour. Honnêtement, quel que soit celui que tu conduis, tu auras de quoi t'amuser. Ouais, le son du Rage. 13 000 tours d'un Formidable. moteur Kawasaki. Formidable. Je comprends maintenant pourquoi les gens dépensent autant pour ces trucs-là. On ne s'amuse jamais trop dans une journée. Ouais, alors c'est quoi la suite? Je suis prête. La suite? Oui, je me suis habituée au froid du Pays de Galles, alors. Je me suis déjà bien amusé aujourd'hui. Oui, il y a tant à faire encore. Il y a une soupe et un bon lit qui m'attendent. Mais je dois partir demain, hein. Je sais, mais aujourd'hui, j'en peux plus. Cette voiture, sans aucun doute, est l'une des plus belles qu'il m'ait été donné de voir. C'est la Ferrari Monza SP2. C'est la première dans la série Icona de Ferrari qui s'inspire des modèles emblématiques de l'histoire de la marque.
C'est le cas pour la 166 mm et la 750 Monza qui ont remporté des championnats du monde de sport automobile dans les années 50 et 60. Partout où l'on regarde, il y a ces superbes lignes incurvées. On dirait qu'elles ont été peintes d'un seul coup de pinceau quand on voit comme elles filent le long de la voiture. Puis, sur l'arrière, il y a cette vue remarquable. L'arrière est vraiment superbe avec ce phare linéaire incurvé et cette ligne qui part tout le long pour aller embrasser l'habitacle à l'avant. La SP2 est essentiellement une 812 Superfast sans toit ni pare-brise, une Superfast Speedster. Ce qui veut dire qu'elle a un V12 atmosphérique de 6,5 litres. Il délivre aujourd'hui 810 chevaux, 10 de plus que la 812. Elle passe de 0 à 100 km/h en 2 secondes 9 et sa vitesse de pointe est de 299 km/h. Vous pensez sans doute qu'il doit faire un peu frais à ces vitesses-là. Heureusement, la SP2 a plus d'un tour dans son sac. Cette voiture a ce que Ferrari appelle un pare-brise virtuel, qui vient pousser l'air là-dedans pour l'emmener ici et former une barrière invisible devant le conducteur. Pour le passager, ça sera le vent en pleine face. Il vaut mieux avoir prévu une bonne paire de lunettes. Cette énorme coquille de palourde incurvée depuis l'avant a le blason de la Scuderia peint à la main sur le côté. Et puis on a ces pneus de 21 pouces. Ce sont les plus gros jamais installés sur une Ferrari de série. Et si on regarde sur le côté, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de poignée à la portière. La seule façon d'ouvrir, c'est de passer par-dessus. Heureusement, il n'y a pas du tout de fenêtre. La porte s'ouvre comme ça. C'est spectaculaire. C'est toute la voiture qui peut s'ouvrir comme ça, y compris le capot avant et la malle arrière. Il existe aussi une version monospace, la SP1. Ici, c'est le modèle à 2 places, la SP2. Elle pourrait terrifier un de vos amis. Ce serait assez égoïste d'avoir une voiture comme ça, une des 499 au monde, et de ne pas embarquer un ami. Chacun des 499 exemplaires a déjà été attribué, y compris celui-ci. Mais nous avons de la chance. On nous a prêté les clés de celle-ci, à condition que nous fassions extrêmement attention. Car elle coûte 1 800 000 €. Mais bon, on n'a qu'une vie. C'est absolument incroyable. Le meilleur de la conduite au grand air. Toute ressemblance avec la 812 disparaît dès qu'on démarre et qu'on la met en mouvement. C'est aussi éloigné de la 812 que ce qu'on peut imaginer. Dès lors qu'on met de côté les données sur le papier qui disent que c'est similaire. On a l'impression d'être dans une Formule 1. On est en phase avec les éléments. Et ce son, comme on n'a pas de toit, on entend ce son qui se réverbère davantage que d'habitude. Quelle voiture! J'arrête de parler. Personne ne veut m'entendre parler avec ce moteur. C'est la guerre des générations. Un géant des motorisations passées contre une étoile montante de la Silicon Valley. Pour l'ancien monde, Alfa Romeo et la Giulia Quadrifoglio. Pour le nouveau monde, Tesla et son imposant Model 3. Sur le papier, ces deux modèles haut de gamme sont parfaitement assortis. 4 portes, autour de 80 000 €, de 0 à 100 en quelques secondes. Mais dans la réalité, on va bien voir. Nous y voilà, la Tesla 3. Le modèle qui est censé permettre à la société de faire enfin du profit. Bien sûr, on a déjà la Tesla S, la très impressionnante berline pour cadre supérieur. On a la Tesla X, le très impressionnant SUV massif avec ses portes papillons. Mais là, c'est le modèle qu'ils doivent vendre à des centaines de milliers d'exemplaires pour gagner de l'argent. C'est le modèle performance avec un moteur électrique à l'avant et un autre à l'arrière. Un total de 480 chevaux et une autonomie de 529 km.
Ensuite, il y a l'Alfa Romeo avec sa propulsion, son V6 turbo et ses 510 chevaux. C'est agréable de retrouver un petit peu de peps, de la vigueur dans la gamme d'Alfa Romeo, c'est sûr. Ils ont vraiment amélioré leur gamme d'un seul coup avec des modèles comme le Stelvio ou cette Giulia aussi. Je dois dire que c'est très bien. Le résultat est très bon. Tout est au point du côté de l'ergonomie. Tout est à la place adéquate. Ce qui a l'air évident dans une voiture, mais de nos jours, c'est pas toujours ça. Surtout dans la Tesla et son approche minimaliste, où tous les boutons et les interfaces sont remplacés par un énorme écran, et c'est à peu près tout. Il n'y a pas grand-chose dont on puisse se plaindre. Mais il n'y a pas grand-chose tout court. Cette énorme console contrôle tout, à part les clignotants et les vitesses. Il est sur le côté, ce qui veut dire que devant moi, j'ai seulement un tableau de bord très blanc et très éblouissant. Il y aura certainement d'autres options, mais je ne choisirai pas celle-là. Je craignais que l'indicateur de vitesse soit au centre de l'écran. Il est sur l'écran central, mais juste dans le coin supérieur gauche. Donc je le vois facilement. Je préférerais quand même qu'il soit devant moi, mais ce n'est pas aussi mal que je le pensais. Pendant ce temps, dans la bonne vieille Alpha, De 0 à 100 en 3 secondes 9, ce n'est pas vraiment une tortue. Elle a une vitesse de pointe de 307 km/h. Je n'imagine pas ce que ça peut donner sur ces petites routes bosselées, mais sur une autoroute bien lisse, ce serait une autre histoire. D'ailleurs, voici encore un mouton. En fait, la nouvelle Giulia a été mise à jour avec des détails technologiques du 21e siècle, comme une console à écran tactile et une conduite semi-autonome. De son côté, la Tesla reçoit des mises à jour régulières, ce qui fait qu'on peut se réveiller avec une voiture beaucoup plus rapide que celle qu'on a garée la veille. en tant que routière, elle est charmante. Elle ne me demande pas de m'impliquer beaucoup en tant que conducteur. C'est ce qui m'ennuie. Je n'ai pas assez de choses à faire pendant tout ce temps. Il n'y a pas de joli cadran, il n'y a pas de chouette arrivée d'air, des trucs comme ça. Je crois que ça me manque. De plus, la Model 3 a du mal à supporter certaines techniques de conduite traditionnelles. Oh, Alarme, alarme! Appuie sur les deux pédales. wow. Parfois, mon pied gauche freine, ce qui est une méthode assez sûre. Je garde un peu de puissance pendant que je freine. Elle n'aime pas ça. Non, elle n'aime pas ça du tout. L'Alpha n'a pas ce genre de problème. C'est suffisamment excitant pour la conduite de tous les jours. Ces routes sont super, mais on dirait qu'il va pleuvoir. Alors je vais expédier ça le plus vite possible. Je déteste suivre Paul. Le bruit de son moteur est tellement excitant. Bonjour, Paul. Bonjour, Tiff. Je m'ennuie pas mal à bord de la Tesla. J'ai aucun bouton à appuyer, aucun bitonio à tripoter, j'ai rien à faire. Et je suis aveuglé par un panneau tout blanc qui réfléchit le soleil. La Tesla est sympa aussi. Garons-nous là, et je vais te montrer ce que je veux dire. C'est sympa, non? Tu dis sympa, mais je me suis pas mal ennuyé. Tu veux qu'on s'amuse un peu? Pour de vrai. Ils ont le sens de l'humour, regarde ça. C'est ce qu'on appelle les Easter eggs. Il y a plein de choses que l'on peut faire. On peut jouer à des jeux, faire des dessins. Vas-y, D'accord. écris ton nom. Ah oui, je peux signer. Je signe dans ma voiture. Exactement. On sort de là. Il y a d'autres trucs marrants ou intéressants. Je ne sais pas comment ils ont pu donner leur accord en conseil d'administration. Mais écoute. Non. J'adore. Bien, j'enlève tout ça complètement. Merci. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui peut te plaire? Un feu qui crépite? Ça me rappelle la maison. C'est bien. On peut faire mieux. Écoute un peu. Oublions ces enfantillages. La Tesla a peut-être des logiciels amusants, mais elle est propulsée par du matériel solide. Pour estimer un peu son sérieux, il est temps d'aller sur une piste. Paul, je croyais que tu avais tout désactivé. Oh, je suis désolé. J'ai oublié celui-là? C'est une erreur. Comment je peux l'arrêter? De tête, je ne sais plus. Je regarderai quand je serai sur le circuit. Il n'y en a que pour 1 heure. Allez, pied au plancher. Pour commencer, bien sûr, une simple course 1 contre 1. Mais sous ce magnifique été britannique,
la propulsion de l'Alpha ne peut rien contre les 4 roues motrices de la Tesla. C'est gentil de me rejoindre. Où t'étais? J'ai dû passer un coup de fil. T'es prêt? Je sais ce qu'il a fait. Il est allé s'entraîner avec tous ses modes de conduite. Il sait qu'il est battu. Regardez-le, il est tout excité. Il doit être en train de dire un truc très intelligent. Je mets le mode circuit. Oh oui, s'il vous plaît. Sur Drive. Et nous y voilà. T'es prêt? Ok, je suis prêt. Oh, je sais pas si j'ai la moindre chance, là. En fait, je crois que j'ai une chance. Qu'est-ce qu'il y a? Dis donc, est-ce que... Quoi? Je me fais tremper, là. Eh oui! Eh oui! Tu ne peux pas gagner, même en trichant. Il a tout simplement été anéanti. 4 roues motrices, propulsion, il n'avait aucune chance, il faut bien le dire. Ah, c'est trop mouillé. J'avais aucune chance. J'ai seulement entendu tes petites roues qui tournaient et ton moteur qui montait et descendait dans les tours. Et puis je suis passé. Reconnaissons que ce vaisseau spatial fait passer l'Alfa Romeo pour un bateau à vapeur. Mais que se passe-t-il quand on ajoute des virages et des chicanes? C'est le moment de voir comment ces deux-là rivalisent sur un vrai tour de piste en commençant par l'électrique. Quand je suis venu me placer pour le départ de notre course, j'ai pu sentir l'adhérence. Regarde, la piste est mouillée, je suis en mode circuit et on peut envoyer. Et c'est une voiture lourde. Elle fait quoi? 1800 kilos? Plus de 1800 kilos? Regarde. La pédale de frein est agréable. Vas-y doucement. Je pensais que ça bougerait comme un gros géant maladroit. J'aurais jamais imaginé que conduire une Tesla te rendrait si heureux. Je savais qu'elle serait rapidement dans la course. Mais c'est une révélation. Elle est légère, Elle est aussi... réactive. Génial, Tiff. C'est ce que tout le monde veut. Elle est sûre. On ne veut pas seulement qu'une voiture aille vite en ligne droite. C'est ça, une voiture. Elle n'a pas des modes d'accélération extravagants, mais je vais te dire, elle a une tenue de route incroyable sur cette piste galloise trempée. Qui a besoin d'extravagance? C'est incroyable, non? Allons prendre l'Alfa Romeo. Je pense que je vais la conduire. Non. Je vais faire les tours dans l'Alpha. C'est mieux, Paul. La piste est sèche maintenant. Y a rien Pas à craindre. encore assez sèche quand je suis assis à tes côtés. D'accord, papa. Un peu moins de papa, s'il te plaît. Je peux encore bouger et l'Alfa Romeo aussi. Y a qu'à regarder. Pas besoin de partir en travers. Ça recommence. Oh oui, ça va y aller encore plus. Tu vois, c'est ce qui manque sur la Tesla, le côté pilotage. T'es censé faire un tour rapide, pas partir en travers. Je suis un pilote, c'est ce que j'aime, c'est le défi. C'est vraiment ça qui me donne du frisson. Il faut que je fasse quelque chose, là. Oh, c'est pas simple. Je préfère qu'il n'y ait pas trop de défis, là. Je te préviens, je vais bientôt... On risque de sortir de la route à tout moment. Là où la Tesla était collée au bitume. Je vais balancer ça au panier, pas moyen d'avoir un chrono raisonnable. Je suis plus lent de combien? J'étais tout essoufflé. C'est quelques secondes de plus que la Tesla. Quelques secondes? Quelques secondes, mais attends, tu partais tout le temps en travers, tu faisais... Je ne partais pas en travers. Je contrôlais bien le dérapage de la voiture. Comme le fait un pilote. Plus lent de combien? 3 secondes une. Tu vois, tu peux pas prendre ce plaisir avec la Tesla, c'est toute la différence. D'accord? C'est une machine électrique futuriste merveilleusement réalisée. Alors que ça, c'est le cœur battant du pilotage italien qui lance un défi et qui me donne tout un tas de boutons et de réglages à traficoter pour mon plaisir de pilote. Mais impossible de dire quelle est la meilleure des deux, si? Aucune n'est la meilleure. Elles sont toutes les deux formidables. Elles valent le même prix, mais elles sont aussi complètement différentes. Complètement différentes. Hélas, il ne faudra pas longtemps avant que les voitures comme la Giulia rejoignent la révolution électrique. Je ne donne pas 10 ans avant que l'Alfa Romeo ait elle aussi besoin de se brancher. Plus de moteurs vrombissants, plus d'échappements rauques. Qu'on aime ou pas, les voitures du futur auront une bande-son tout à fait différente. Et j'ai hâte d'y être. Quand on pense à Lamborghini,
On pense toujours aux supercars les plus sauvages. Mais la Lamborghini qui s'arrache aujourd'hui est un SUV. Il s'appelle Urus et Lamborghini assure que c'est un véhicule tout-terrain. Ils ont même intégré 6 modes de conduite différents, un pour chaque saison et 2 autres en plus. Nous voulons tous les tester. Alors nous sommes allés en Écosse. Avec son climat variable et ses paysages inoubliables, c'est l'endroit idéal pour mettre à l'épreuve tout SUV digne de ce nom. Cet endroit connaît vraiment 4 saisons, parfois en une seule journée. D'abord, on a Strada, qui a le mode route. C'est assez facile, quand on allume la voiture, il est automatiquement en Strada par défaut. Ça veut juste dire que tout est un peu souple, plus tranquille pour la conduite de tous les jours. Pendant qu'on est en mode Strada, c'est l'occasion d'en dire un peu plus sur cet habitacle. On croirait être aux commandes d'un avion de chasse. Il y a un écran tête haute juste devant les yeux, et on a 3 écrans tactiles autour du conducteur. Il s'y passe plein de choses, mais tout est commandé par ce bouton Start-Stop qui ajoute une touche particulière. Si on touche à ce bouton, il va se passer quelque chose. Mais ça suffit avec le mode Strada. Après, il y a le mode Sport. Pas besoin de traduction pour ce mot-là. D'un seul coup, on sent que la voiture est devenue plus sèche. L'accélération est plus vive et le son qui vient de derrière est nettement meilleur aussi. Un son qui a des choses à dire, parce que le moteur V8 Twin Turbo de 4 litres, ce n'est pas ce que les puristes voulaient. Ils préféraient un V10 ou un V12. C'est vraiment difficile d'argumenter face à eux, tant qu'on n'a pas conduit la voiture. Et là, je la conduis. Elle est très bien. On sent bien que les 4 roues sont directrices aussi. Ça modifie la voiture, ça la transforme complètement quand on passe en mode sport. Ça ne réagit vraiment pas comme une voiture de 2,5 tonnes. Elle est si simple et si agile. Je sais bien que ces 4 roues directrices aident à ça. On a l'impression de conduire une voiture de sport. Elle cache incroyablement bien son poids. Passons à un autre mode. Cette fois, Corsa. C'est la version italienne du circuit. Rien à voir avec l'Opel du même nom. Les circuits sont plutôt rares ou lointains par ici, mais je crois que j'ai trouvé de quoi les remplacer. Sans faire de manière... Cette voiture, c'est la vitesse même. C'est rapide pour n'importe quelle voiture, pas juste pour un SUV. Je devrais ralentir un peu, en fait. Mais l'Urus ne fait pas qu'aller vite et tout droit. Elle ne manque pas de ressources quand il s'agit de prendre des virages. L'Urus a une suspension pneumatique variable avec une stabilisation électromécanique du roulis. Dans les faits, ça veut dire que la voiture reste très stable quand on prend un virage. Malgré son nom compliqué, le résultat est très simple. Quand l'Urus commence à se pencher dans un virage, le système la redresse. C'est malin. On oublie facilement qu'on est au volant d'un SUV de 2,2 tonnes. Tout ce poids a besoin d'un système solide pour s'arrêter. Mais Lamborghini a aussi pensé à ça. Sur cette voiture, les freins sont phénoménaux. Ce sont les plus grands freins en céramique carbonée jamais vus sur une voiture de série. 43 cm de diamètre, ce qui veut dire qu'à 130 km/h, on peut faire ça. L'Urus est donc super pour celui qui sera derrière le volant. Mais qu'en est-il pour les autres? La plupart d'entre vous ne verront que l'extérieur. Une chose est sûre, on ne peut pas la rater. Quel que soit l'angle sous lequel on la regarde, elle a un style agressif. C'est très Lamborghini. En particulier, on voit le contour de roue, qui est très inspiré de la Countach. Il y a tellement à dire sur cet avant. Pour moi, cet avant est trop travaillé. Peut-être que ça marcherait mieux avec une couleur plus foncée, mais quand on commence à faire le tour de la voiture et qu'on atteint l'arrière, le style continue d'être assez agressif, mais déjà plus digeste. Mais il faudrait quand même une couleur plus sombre. Après ces considérations artistiques, il est temps de reprendre la route. Je vais exciter un peu la controverse, mais je pense qu'autour de 190 000 €, c'est une bonne valeur. Quand on y pense, on se retrouve avec une Lamborghini chez soi que l'on peut utiliser par tous les temps, 365 jours par an. Il y a pas mal de monde à qui ça peut convenir, ça. Du point de vue de la concurrence, l'Urus est un peu unique en son genre. Bien sûr, il y a la Bentayga et la Rolls-Royce Cullinan, mais elles sont plus tournées vers le luxe.
Celle-ci a une approche plus sportive, et c'est le SUV le plus rapide au monde. Avec Aston Martin et Ferrari qui préparent des SUV, ça va être intéressant de voir comment elle se classe. La dernière chose qu'on voudrait faire avec une Lamborghini à 190 000 €, c'est quitter la route sans le vouloir. Ça ferait un peu cher pour un accident. Et si on veut laisser le bitume derrière soi volontairement? Pour voir ce qui se passe, il est temps d'aller à la plage. Je suis sûr que quand Lamborghini a mis dans l'Urus un mode Sabia, qui veut dire sable, il ne s'attendait pas à ce que les gens aillent conduire dans le sable comme ça. Ils pensaient probablement à des dunes de sable au Moyen-Orient. Mais là, nous sommes sur une plage écossaise. L'adhérence est très bonne. J'ai des pneus route. Le sable est mou par ici. Apparemment, les pneus route adhèrent bien. C'est assez différent. Pour donner un peu plus de travail à ces pneus, il est temps de mettre ces roues sur autre chose. Amateurs de tout-terrain, ne m'écoutez pas, car c'est la partie que j'aime le moins. C'est le mode Terra, pour la terre. Et franchement, si vous voulez emmener votre Lamborghini hors des routes, il faut vraiment que vous réfléchissiez un peu, parce que ce n'est pas la voiture adaptée. Bien sûr, elle en est capable. Bien sûr, ça doit être amusant. Mais je pige pas. Personne ne va faire ça. Il faut qu'on bouge de là. Au fait, un Urus était une sorte d'énorme vache, l'ancêtre de nos bovidés actuels. Mais on n'est pas là pour faire l'histoire des taureaux. On est là pour voir si c'est vraiment une Lamborghini pour toutes les saisons. Pour le moment, elle est à la hauteur de sa promesse. Cependant, il reste encore un mode à tester. Pour ça, il faut qu'on fasse un peu de hors-piste. Voilà tous les modes possibles. Même la neige. Il a fallu que je triche un peu pour celui-là. En tout cas, l'Urus, je l'adore vraiment. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais si on aime la performance, le tape à l'œil et la maniabilité, il y a bien pire à s'offrir pour 190 000 €. Et on a l'écusson Lamborghini en plus. Les pick-up ont vraiment un truc un peu différent, non? En dehors de leur forme bien particulière, évidemment. Avec eux, on se sent vraiment utile. Et il y a de la place pour toute la famille. En plus, si on l'achète pour travailler, on peut récupérer la TVA. Et on doit pouvoir l'amortir facilement, l'entretien est également détaxé. Les pick-up d'aujourd'hui ne sont pas réservés aux cow-boys et aux maçons, ni aux maçons cow-boys. Ils sont très populaires. Il y a au moins une demi-douzaine de constructeurs qui essaient d'attirer l'attention. Ce Ford Ranger est l'un des très nombreux pick-up en vente au Royaume-Uni. Pour jeter un œil à cette tendance, j'ai demandé aux gars de me retrouver ici, à Truxton. Ah, le v'là. C'est quelque chose de le voir là-dedans. Au moins, il a trouvé le parking. Bonjour les gars. Bienvenue. Je vois que la construction est plus lucrative que jamais. On dirait. Ivoire, qu'as-tu apporté, Ben? C'est le Volkswagen Amarok. Prix de départ à 40 000 €. Celui-ci, c'est la Black Edition dans les 53 000 €. Paul? Mercedes X-Class. Ça commence à plus de 35 000 €, mais celui-ci, le haut de gamme, est toujours autour de 53 000. Tous les deux entre 50 et 55 000 €. On peut avoir mon Ford Ranger 4Cab pour un peu plus de 30 000. Et pour cette édition limitée, près de 40 000 €. J'économise 10 000 €. D'accord, Tiff, mais il a quelle puissance? Ce Ranger a un moteur 2 litres Twin Turbo EcoBlue de 170 chevaux. 170? Ça soufflerait pas les bougies de mon anniversaire. C'est un V6 3 litres TDI, 258 chevaux. Il mange le tien au petit déjeuner. C'est amusant. C'est exactement la même chose pour ce Mercedes. Sauf qu'il a en plus un intérieur luxe de qualité allemande. Attends, tout le monde sait que sous ce Mercedes, il y a le Nissan Navara. Tiff, ça suffit. Qu'est-ce qu'on fait là? Truxton est un circuit. Ce sont des percherons, pas des chevaux de course. Vois-tu, ce n'est pas seulement un circuit. Tu vois, même s'ils doivent principalement rester sur la route, ces véhicules doivent être testés là où ils vont aller. Dans des conditions difficiles. La neige, la glace, ces trucs-là. Comment ça? Il n'y a pas de glace ici. Grimpe. Qu'est-ce qu'il mijote? Je suis encore derrière. Super. Vous voyez, Truxton n'a pas seulement le circuit le plus rapide de Grande-Bretagne. Il y a aussi un ski pad, neige et Bien glace. sûr, d'accord, ça va, très bien. Ainsi, sans adhérence et sans obstacle, nous décidons de commencer notre revue de détail. Nous allons voir quel pick-up peut effectuer les meilleurs dérapages.
Une fois que j'aurai enlevé l'anti-patinage, bien sûr. Bien, j'ai enlevé l'anti-patinage. En réalité, le Ranger n'est pas vraiment conçu pour ça. Il est à peu près tout le temps en propulsion. Il est fait pour embarquer du matériel, pas pour se laisser embarquer. On ne ferait pas un burn avec. Ça suffit, je veux aller dans le Volkswagen. Nous y voilà, bienvenue dans la Maroc. Allez, on enlève l'anti-patinage. Bien. C'est parti. Ça va le faire, j'y On y vais. va à fond les ballons. Je suis dans le fossé à l'envers. J'attends la dépanneuse. Combien de fois tu t'es planté dans un James Bond ou une pub Ford? Ça t'est déjà arrivé? Seulement volontairement. Ça suffit comme ça, on va dans le Mercedes. D'accord, papa. Voyons ce que tu peux faire avec ce X-Class. Ça va les enfants? Pas vraiment. Je sais que t'es un peu plus petit que nous, Paul, mais il n'y a pas trop de place pour la tête ici. Moins que dans le Volkswagen, je pense. J'ai les jambes qui touchent ton siège. Ok, l'anti-patinage est activé, mais dès que je le désactive... Allez, fais un effort. Ça vient, ça vient. C'est vraiment une propulsion. Quel talent! Je vais te dire, c'est lui qui gagne cette épreuve-là. Ça y est, on est en train de faire un donut. Il va le faire. Continue, continue, continue. Ouais. Je vais être malade. Je vais être malade. On a un c'est bon, vainqueur. c'est bon, c'est bon. J'en ai eu assez là. Maintenant, je suis... Oh, oh, oh. Et c'est reparti! Qu'avons-nous appris de notre test sur neige et glace? Je vais te dire quoi. Je vous ai montré comment on fait un donut. Ce n'est pas toi, Paul, c'est la transmission du Mercedes. C'est la voiture. Je reconnais. La voiture est très bien. Ce qu'on a appris, c'est qu'il ne faut pas désactiver l'anti-patinage sur neige ou sur glace. C'est vrai. Ils sont vrai. tous bons. Quand on laissait le système enclenché, ils s'en sortaient bien. Oui. Et pour le style, on n'en a pas vraiment parlé. Honnêtement, ils sont pas très beaux. Ils ne sont pas censés l'être. Je dois dire que, quitte à avoir un truc comme ça, j'aime le bleu vif du Ford, avec ses barres chromées. Ça lui donne une certaine présence. C'est un peu kiff-kiff ça, non? Je trouve que le Volkswagen, il fait un peu bourru. Je ne sais pas. Ils ont vraiment le look des pick-up. Je pense que le Mercedes est un peu plus arrondi, un peu plus comme une voiture. Et puisqu'on parle d'apparence, rien ne peut lutter contre le prestige d'un écusson Mercedes sur sa voiture. Écusson, oui, absolument. Ensuite, Tiff? La suite, on a fait le test neige et glace, maintenant c'est le bain de boue. On quitte le bitume pour les collines. T'aimes le tout-terrain? J'adore ça. On Ça s'éclate. m'ennuie. Ils ont des pneus route. Ils vont s'embourber, on va rester collés. Ça me donne une idée. Je vous retrouve au départ de la partie hors piste. C'est parti. Vas-y, Tiff. Envoie la musique. Pendant que mes collègues se rendent au défi suivant, je vais préparer mon Ranger pour l'action à venir. C'est quoi ça? Je te jure. C'est pas la même couleur. C'est peut-être une couleur différente, mais c'est toujours un Ford Ranger. Ok, c'est le Raptor, le haut de gamme, avec une suspension renforcée. Il a une suspension Fox Pro, et oui, il a les pneus tout-terrain qui ont remporté des rallyes. Et puis quoi? Il a un moteur V8 de 1000 chevaux? Non, en fait, il n'a pas le V8 traditionnel américain. En réalité, il a le même moteur diesel 2 litres EcoBlue. Mais il a été gonflé. Il délivre 231 chevaux à présent. Toujours moins que nous, donc. Oui, mais maintenant, c'est le même prix. Il coûte environ 53 000 €. Nous avons des véhicules de même prix, c'est équitable. Paul, tu peux ouvrir le bal dans la partie tout-terrain? Voyons ce que peut faire le Mercedes. En réalité, on veut tous savoir de quoi sont faits nos pick-up. Avant de se mettre au travail, on attaque donc le bain de boue. Au bout du compte, c'est le plus sale qui gagne. Ces deux gars doivent bien admettre que Ranger Raptor, c'est le nom adapté pour un tout-terrain, non? D'accord, je n'ai pas le moteur V8, mais Ford, c'est eux qui ont lancé l'idée des pick-up. Ils en ont vendu des tonnes aux États-Unis.
Les gars, je pense qu'il nous faut du plus costaud. J'ai vu une grosse colline. Venez, je vais vous montrer. Je vais voir si le Raptor peut y arriver. Ensuite, vous déciderez si vous voulez relever le défi de la colline. Tu vas pas aimer, Paul. C'est... Oh, nom d'un chien. On a une grosse descente. T'as l'air tendu derrière ton volant. On te voit. Mais les gars, Steve, On y est, grosse colline. Pas de problème pour le moment. Avec de gros pneus, Tiff a pu monter autour du Mercedes avec ses pneus route standard. La vache, c'est vraiment escarpé. il y est. C'est le moment de vérité. Ça descend sacrément là. Ben, il faut juste faire confiance à la voiture pour qu'elle le fasse à ta place. Non, allez. C'est bien joué. Je pensais que tu resterais planté là-haut. Ne doute pas de moi. Notre cascadeur hollywoodien ne semble pas très sûr dans son Amarok. C'est un peu lâche, un peu glissant par ici. Allez, Ben. C'est déjà escarpé, Ben? En fait, je ne vois pas... Ah si, là je peux. C'est raide. L'arrière est passé, j'y vais. Je mets les gaz. Je mets les gaz jusqu'en haut. Je veux pas redescendre. On dirait que j'y suis. Désolé, Tiff. C'était quoi l'histoire des pneus? Ces pneus que tu as dû changer. Je crois qu'on a tous approuvé que ces trois-là sont vraiment capables de faire du tout-terrain. Vous pensez qu'on peut aller prendre une tasse de thé? Qu'est-ce qui t'a impressionné aujourd'hui? Franchement, sa conduite. Merci, Ben. Il nous a bluffé avec son donut. Sans pneus Je dois spéciaux. plus travailler avec lui. Il a fait tout le parcours sans problème. Reste, tu vas en apprendre. Faut voir. C'était un plaisir de te voir conduire, Ben. Oh, toi, Merci. toi. C'est gentil. Non, mais franchement... Toi, tu as triché avec tes gros pneus. Il a fallu que tu triches. Pas besoin d'un camion du Dakar. On a réussi avec nos véhicules de J'avais série. 100 chevaux de moins. Il fallait que je trouve quelque chose. Pauvre petit Ford. Tu dis pauvre petit Je vais Ford? te dire, c'est lui qui gagne. Pour le prix, au final, c'est forcément... C'est cette voiture, c'est sûr. Maniable, Il y a plus équilibrée. de place dedans, non? C'était vraiment impressionnant. Je ne crois pas que les écussons aient une importance sur ce genre de véhicule. Je crois même que l'écusson Ford marche mieux pour un pick-up. Oui, il est construit pour ce genre de choses. Je pense qu'il s'y connaît mieux en travail en extérieur. C'est dans son ADN. Je choisirais. En fait, je voudrais le prendre. Je peux le ramener chez moi? Tu ne peux pas. Celui-ci est propre. C'est celui dans lequel je suis arrivé. Et c'est ce que je ramène chez moi. Tu récupères le Volkswagen. C'est bon. D'accord. Allez, amuse-toi. Voilà, il est de mauvaise humeur, tu nous l'as fâché. C'est une bonne voiture. T'as dit qu'elle était bien. C'est la Black Edition, bon sang. Il est un peu ingrat, non? C'est un bon copain quand même, non? C'est un bon copain. Ça fait plaisir de le voir. Il est attentionné, non? Ouais, et c'est un bon cascadeur aussi. Je dois lui montrer comment faire un donut. Il est très agréable. Avant de tout remballer, il faut qu'on voit qui a la voiture la plus sale. Manifestement, il n'y a qu'un seul vainqueur, c'est le puissant et boueux Raptor. Quelle machine, quel plaisir. De bonnes voitures, de beaux endroits, même Ben Collins s'est révélé être très sympa. Hey! Attentionné, agréable. Nom d'un chien. Attentionné, agréable.